Téléécole, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un plateau spécial. C'est un plateau qui intervient dans le cadre d'une campagne lancée par le PASNEG, qui est le programme d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre avec le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, ainsi que l'Agence italienne pour la coopération au développement. Alors, cette campagne se part d'un slogan vraiment très clair qui va droit au but, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Je partage aujourd'hui ce plateau avec deux invités avec lesquels nous allons échanger sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Alors j'ai ici à ma gauche Madame Jeanne Gomis qui est membre du GEST et je vais vous donner le soin de vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord, merci beaucoup. Un plaisir d'être là et de partager le plateau avec vous, Anita, Madame Anita et Monsieur Ndiaye. Alors, moi, c'est Jeanne Gomis. Je suis doctorante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et membre du groupe d'études et de recherche Genre et Société, que l'on appelle communément le GEST, dirigé par Madame la coordonnatrice, professeure Fatou Diop Sall. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des activités que vous avez à déployer dans le GEST ? D'accord. Alors, le GEST veut en tout cas être un terreau scientifique pour gérer tout ce qui est en rapport avec le genre. Alors, nous faisons beaucoup d'études. Le GEST, au-delà de former des étudiants, des mémoires, des thèses, le GEST travaille en tout cas, fait de la consultance et travaille sur les questions de genre. Et de plus en plus, vous avez constatez vous-même qu'il y avait carrément une absence de statistiques, de chiffres par rapport au taux de violence basé sur le genre au Sénégal. Et nos chiffres, les données scientifiques que nous produisons sont utilisées par le ministère, sont utilisées au sein de l'université dans la recherche scientifique pour animer et le plaidoyer, en tout cas, contre les violences basées sur le genre. C'est très intéressant. Et à ma droite, j'ai Monsieur Amadou Tidiane Ndiaye. Vous êtes psychologue et vous êtes aussi au niveau du CAOSP de Pikine. C'est cela. Merci beaucoup, Anita. C'est également un plaisir quand même de partager ce plateau avec vous et avec Madame Gomis, Jeanne Gomis, c'est ça. C'est Amadou Tidiane Ndiaye, psychologue conseiller. Au Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce centre d'orientation ? Le CAOSP, qui est le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, est une structure du ministère de l'Éducation nationale et qui se trouve à l'échelle académique. Au Sénégal, nous avons, à l'instar des académies, 16 CAOSP. Au niveau de chaque académie, il y a un CAOSP. C'est un service public axé sur l'orientation, l'information également sur les métiers et filières, mais également sur la prise en charge des élèves. Qui dit prise en charge, dit prise en charge du point de vue psychologique, mais également du point de vue social. D'accord, très bien. Alors, 3 lettres, VBG, violence basée sur le genre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? D'accord. Alors, parler de VBG, les VBG sont un concept assez vague qu'il nous faut vraiment clarifier, expliciter. C'est important parce que même moi, je n'étais pas très familiarisée avec ces 3 lettres-là. Juste là, avec la préparation de l'émission, j'ai pu prendre connaissance de certaines notions. Exactement. On parle donc de VBG comme violence basée sur le genre. Alors, quand on parle de violence basée sur le genre, la conception que l'on a souvent de ça, c'est que c'est dirigé spécifiquement vers les femmes. Alors que quand on parle de VBG, c'est un terme assez englobant qui met l'accent sur des victimes
qui subissent en tout cas les formes de violence, que ça soit toutes sortes de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, mentales, sexuelles, mais dirigées en tout cas vers des victimes qui ont une certaine particularité, c'est-à-dire une vulnérabilité. Donc lorsque l'on parle de genre, il ne s'agit pas de dire masculin, féminin, ça ne se limite pas à ça. Non, ça ne se limite pas uniquement à la femme ni aux filles, mais toute personne en tout cas dont la violence est basée et commise, mais avec une connotation, soit-elle la connotation soit-elle religieuse par exemple, soit-elle sexuelle, soit-elle physique. Voilà, en vertu, par exemple, de la mobilité réduite d'une personne, la personne pourrait subir cette violence. Et ça, c'est rangé dans le registre, en tout cas, des violences basées sur le genre. D'accord. Donc, lorsque l'on parle de VBG en milieu scolaire, sous quelle forme se caractérise-t-elle? Alors, les VBG en milieu scolaire, déjà, il faut identifier quels sont les acteurs qui sont au niveau, donc, dans le milieu scolaire. On parle des élèves, on parle des enseignants, on parle en tout cas des instituteurs, de toutes ces personnes, de tous ces acteurs-là qui œuvrent en tout cas dans le milieu scolaire. Mais là encore, identifier par rapport à ces acteurs-là qui sont les plus vulnérables. Quand on parle de vulnérabilité là, on fait allusion plus à l'enfant qui est là, à la fille ou au garçon qui est là, vulnérable par rapport à son âge, vulnérable par rapport à son physique, vulnérable par rapport aussi à son niveau mental qui est en tout cas des minimes. Voilà. Donc la violence basée sur le genre en milieu scolaire, c'est une sorte de violence basée ou bien orientée vers les filles et les garçons. La violence donc pourrait être psychologique, sexuelle, physique, voilà, ou de quelque autre nature qu'elle soit. Et c'est très important de le préciser parce que, Monsieur Ndiaye, généralement, lorsque l'on parle de violence, forcément, les gens pensent à la violence physique. Alors que la violence, elle peut prendre d'autres formes. Il y a toute une subtilité dans les différents types de violences qui peuvent exister. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quels sont les différents types de violences qui sont identifiés? Effectivement, merci beaucoup, Madame Gomis, d'avoir levé l'équivoque sur le concept de genre. C'est très important. C'est très important. Des fois, c'est pas très clairement défini, mais quand on parle de genre, on fait référence aux deux sexes. Donc, maintenant, pour les types de violences, il y a 3 types de violences, généralement, quand on parle de violence basée sur les genres. Il y a d'abord la violence physique, et on parle également de violence psychologique, comme elle vient de le souligner, mais aussi de violence psychologique, sexuelle plutôt. Oui. Violence physique, psychologique et sexuelle. D'accord. Donc ça, c'est en général, mais plutôt dans le contexte du milieu scolaire, comment elle peut se caractériser, par exemple, cette violence psychologique? Bon, dans le milieu scolaire, ce type de violence psychologique se manifeste généralement par des traumas. Si l'on prend l'exemple de viol, que l'on peut qualifier comme étant un type de violence sexuelle. Là, le plus souvent, la victime, qui se trouve très souvent être une fille ou un garçon, parce qu'on a bien précisé que c'est les deux. Mais le plus souvent, à l'école, c'est les filles qui sont le plus frappées par cette vulnérabilité. Quand il s'agit d'un viol, si l'enfant n'est pas pris en charge très tôt, il peut avoir subir ce qu'on appelle le stress, le stress post-traumatique, donc qui peut avoir des effets néfastes sur son devenir. Il peut subir également beaucoup de souffrances du point de vue psychologique qui peuvent altérer sa santé, même du point de vue somatique. Je comprends très bien. C'est-à-dire que là, donc, vous avez parlé des violences psychologiques dues peut-être à caractère sexuel. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre dans les violences psychologiques le fait de dire à un élève « tu es nul », tu ne vas pas réussir, tu as 0 sur ta copie, de mettre un élève tout le temps derrière, de le harceler, de lui montrer en fait qu'il est bête,
Tout simplement. Est-ce qu'on ne peut pas mettre aussi dans ce cadre-là les violences psychologiques? Effectivement. Moi, j'aimerais au moins rebondir par rapport à cela, puisqu'il y a tout un tas de faits qui concourent à ce qu'il y ait cette forme de violence-là. C'est des formes récurrentes que l'on retrouve. Par exemple, là, quand on parle de violence psychologique, c'est toutes sortes de faits ou d'actes portés envers la personne qui vise à la déstabiliser, à la démoraliser. Et il y a tout un arsenal, en tout cas, tout un tas de discours portés de plus en plus envers les élèves, que ce soit en tout cas des discours dont la source est raciste ou bien ethniciste ou quelque chose d'autre, de quelque nature autre que ce soit, et qui pousse donc la personne à vouloir développer une forme en tout cas de maladie ou bien de fait psychique. Par exemple, le fait de dire à un élève tu es nul, tu es bête, de tenir certains discours à l'endroit d'un élève peut la déstabiliser. Et tout ça maintenant concourt à développer une certaine attitude imputable donc à cela et qui peut de plus en plus diminuer ou baisser ses résultats. Alors, c'est des violences que l'on ne décrit pas souvent, mais qui sont réelles. D'une manière ou d'une autre, nous tous, on a été élèves et on a eu à le subir. Mais maintenant, est-ce que cette violence-là, est-ce que c'est dirigé uniquement, ça vient uniquement de son tuteur, c'est-à-dire de son tuteur, de son professeur, même entre aussi les élèves. Oui. On voit de plus en plus le taux de suicide, en tout cas, que ça engage dans d'autres sociétés. C'est-à-dire qu'ici, en Afrique, bon, on n'est pas tout le temps poussé vers cette porte-là. Les cas de suicide ne sont pas trop fréquents dans notre société. Voilà, on peut aussi l'expliquer, c'est grâce voilà, à ces formes de socialisation-là que nous avons. Mais dans d'autres, vous voyez tout récemment, les médias, les réseaux sociaux ont été secoués par des faits, où en France, il y a eu des élèves qui se sont donné la mort. Mais quand on pousse un peu le bouchon et qu'on rentre un peu dans les sources, on voit que l'origine, c'est tout simplement les formes de violence psychique dont ils souffrent en tout cas, venant de leurs compagnons, de leurs camarades ou bien de leur tuteur. Donc c'est à deux niveaux, ça peut venir du professeur, du tuteur, mais aussi ça peut venir des élèves avec le harcèlement, des élèves. D'ailleurs, ça peut aller au-delà. Comme elle l'a dit, la parole, comme disait Wittgenstein, le mot est un coup de poing. C'est un acte. Effectivement. Et quand on traduit la violence comme étant tout acte, que ça soit explicite ou symbolique, responsable de souffrances physiques, psychologiques, donc cela veut dire tout simplement que cette parole également peut blesser. Et les cicatrices peuvent être très profondes. Et d'ailleurs, rien qu'un simple mot prononcé à l'égard d'une personne peut même causer des dégâts terribles quand la personne devient adulte. Il peut même tomber fou à cause d'un seul mot. Donc, ce sont des blessures des traumatismes qu'ils prennent depuis l'enfance. Quand des réglages n'ont pas été faits, quand la personne ne parvient pas à gérer pendant ce temps où est intervenu ce problème, donc le problème peut ressurgir une fois devenir adulte et causer des souffrances psychiques terribles. Et souvent, il est trop tard. Et le plus souvent, c'est trop tard. Donc, raison pour laquelle il est important de diagnostiquer en fait le mal très tôt. On est dans l'environnement de l'école. Il y a les acteurs qui sont là, les élèves, vous avez les enseignants, vous avez le personnel administratif, vous avez également même les vendeurs ou vendeuses qui tournent autour de l'établissement, mais également les parents d'élèves. Parce que la violence basée sur le genre en milieu scolaire, ce n'est pas seulement la violence qui se fait à l'école, mais cette violence peut avoir ses origines au niveau familial, au niveau de la cellule familiale. Donc, et ça, c'est un aspect important. Et le plus souvent, les effets, c'est au niveau de l'établissement. Donc l'élève devient vulnérable à la déperdition scolaire. Donc on voit de plus en plus ces notes commencent à baisser. Donc il y a cette baisse de performance, les résultats. Et si on ne fait pas une analyse beaucoup plus profonde, un diagnostic sérieux, on peut se limiter au niveau de ces notes-là. Alors que l'origine, le mal peut être fait au niveau de la famille.
Donc il y a deux niveaux, c'est-à-dire que l'élève, il peut être victime de la violence basée sur le genre au sein même de l'école, mais il peut être victime de cette violence au sein de sa famille et ramener ça à l'école. Donc ça a une conséquence sur ses notes. Mais comment on arrive à identifier ça? Trois liés. On peut identifier trois liés. D'accord. La famille, l'école, mais également aux alentours. Ça peut être sur la route de l'école. C'est très important ce que vous dites là. Parce que lorsque vous prenez votre enfant, vous l'amenez à l'école, vous avez confiance. Mais sur le trajet de l'école aussi, il peut se passer beaucoup de choses. L'enfant peut être accosté. Donc comment le parent ou l'entourage, en tout cas familial, peut discuter vis-à-vis de l'enfant pour qu'il soit paré à ce genre d'attaque? Okay. Et là aussi, il est important de faire la prévention, c'est mieux. La prévention, donc, mieux prévenir que guérir. En mettant sur place des dispositifs au niveau des établissements. Ça peut être des observatoires de détection à la vulnérabilité scolaire. Ça peut être également des comités de veille où les acteurs composés d'enseignants, mais également d'élèves, seront formés, seront également informés, sensibilisés. Maintenant, ça peut permettre quand même de prendre à bras le corps les problèmes dès le départ. Parce qu'il y a un dispositif qui est là. On ne va pas attendre que la situation s'empire pour essayer de résoudre le problème. Non, les mécanismes sont mis en place, le dispositif bien huilé et avec des niveaux de responsabilité bien définis. Quand une violence se signale, on va analyser l'information préoccupante. Ce qu'on appelle l'information préoccupante, c'est quoi? C'est qu'il y a un enfant qui est en danger ou qui est en situation de danger. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire le signalement. L'autorité administrative peut faire le signalement si c'est un établissement, le directeur ou le principal ou le proviseur, ou même et ce dispositif doit avoir un responsable qui se trouve être un enseignant. C'est mieux, parce que lui aussi, il peut faire le signalement. Parce qu'il peut y arriver également que le responsable de l'établissement soit l'auteur, ou l'enseignant soit l'auteur, ou l'élève soit l'auteur, ou le parent d'élève. Donc c'est pourquoi il est important de situer les responsabilités. Tout le monde peut être signalant. Même le vendeur à côté peut être signalant. Peut signaler le cas, et si on constate que l'enfant a besoin de prise en charge, et on va mettre en branle le circuit de référencement. Ça peut être l'AIMO si c'est une agression sexuelle. Ça peut être l'AIMO, ça peut être également, forcément, il aura besoin d'un accompagnement psychologique. Le psychologue peut intervenir. L'action également peut déboucher sur la police ou le tribunal. Donc ça, ce sont des prestataires de services en cas de problème. Vous avez dit deux choses qui font généralement très peur les Sénégalais. Vous avez dit police, vous avez dit tribunal. C'est-à-dire, ici au Sénégal, avec la culture, est-ce que la parole est libérée? Est-ce que ces cas sont majoritairement signalés? Alors, moi, j'aimerais un peu rebondir par rapport, puisque je comprends que jusqu'ici, on en est à l'aspect psychologique des VBG. Moi, j'aimerais un peu revenir par rapport aussi à la qualité et à l'attitude des enseignants par rapport à ça. Là, on parle de prévention. Moi, je pense aussi l'éthique. Il y a un certain code de conduite à avoir pour l'enseignant même. Au cas où il y a, par exemple, des cas de violence psychologique, l'élève, lui, n'est pas habilité ou bien n'a pas, en tout cas, les ressources nécessaires pour aller vers une personne telle pour l'identification ou bien pour dénoncer le cas. Mais par rapport aux enseignants, à leur système d'éducation et puis tout, nous tous, on a été à l'école, on a eu de très bons enseignants et on les remercie de passage pour la qualité de la formation et puis tout. Mais on a vu, en tout cas, j'ai eu à discuter, en tout cas, avec beaucoup de personnes, même moi, y compris nos amis, nos camarades. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de tares qu'ils traînent. Et ces tares sont imputables à une forme de violence psychologique dont ils ont eu victime. Bon,
pour lesquels, en tout cas, dont ils se sont confrontés quand ils étaient petits et venant donc d'un enseignant. Le fait de dire à un élève, tu ne parviendras pas à réussir dans ta vie, en tout cas, de toute façon. Parfois, à l'isoler tout à simplement. l'isoler tout simplement. C'est-à-dire l'oublier dans la à classe. l'oublier, ne pas le considérer. Parce que tout simplement, bon, c'est pas la peine de l'expliquer. Il ne comprendra jamais. De toute façon, toi, on se fatigue pas. Ça aussi. Moi, je pense aussi qu'il y a ce code de conduite-là à faire véhiculer au sein des enseignants, en tout cas, afin qu'ils se rendent compte, en tout cas, du danger que cela existe. Et puis, le plus dur, c'est que l'élève traîne avec cela en grandissant. De plus en plus, l'élève peut se dire, de toute façon, je ne peux jamais rien faire de ma vie. Et j'aimerais juste prendre comme cas le cas d'Halima Gadi que vous connaissez. Elle bégayait en tout cas. Et cela, de toute façon, je me rappelle, parce que l'histoire, elle l'a raconté. Et elle disait que sa maman et elle étaient venues prendre son carnet de notes. Et puis l'enseignant lui a dit, de toute façon, vous aurez mieux à faire que de garder votre fille à la maison, puisqu'elle ne servira de toute façon à rien. C'est terrible. Alors, c'est terrible, en fait. Pour toute la vie, c'est dommageable pour la personne. Alors, je pense qu'au sein... Bon, vous êtes psychologue. Et ça en est suivi voilà. un échec scolaire. Effectivement. Un décrochage scolaire et puis tout. Donc, je pense qu'il faudrait s'accentuer mieux sur ça. Le fait que de dire à l'enseignant, voilà, il y a une certaine manière de parler à l'élève. Moi, j'ai vraiment apprécié un enseignant qui, même si j'avais des lacunes, en tout cas en mathématiques au primaire, mais qui me disait, voilà, vous pouvez mieux faire, vous êtes brillante, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et vous voyez que l'élève arrive maintenant à se placer à un certain niveau. C'est vrai, voilà, le pouvoir de la persuasion. Effectivement, c'est tellement pertinente cette réflexion que vous faites sur comment parler à l'enfant, comment parler à l'élève. Parce que tout simplement, tous les enfants, je dis bien, tous les enfants sont doués d'intelligence. Il n'y a pas de degré zéro d'intelligence. Maintenant, il peut y arriver qu'il y ait des difficultés. Maintenant, s'il y a des difficultés, il appartient à l'enseignant, des difficultés d'apprentissage, de savoir dénouer le nœud pour aider l'enfant à surmonter ces difficultés. Et là, vous parlez des enseignants. Mais mieux, il faut aller au niveau des familles. Bon, nous tous, on a baigné dans ces environnements socio-anthropologiques très particuliers. Parfois toxiques. Toxiques, oui. Des fois, ce n'est pas seulement l'enseignant, c'est le parent. Et puis, ça le suit jusqu'à l'école. Donc, ce qui veut dire que même, il faut ce qu'on appelle la discipline positive. Vous l'avez évoqué avec d'autres mots. C'est ce qu'on appelle la discipline positive au niveau des établissements. Savoir comment parler à l'enfant, y compris en y intégrant les parents. Donc, le fait de dire à l'enfant, à l'élève, tu es nul, bon, il va se dire tout simplement que je suis nul, donc je ne vais pas réussir. Mais il faut lui dire tout simplement que ton potentiel de réussite est 1000 fois plus important que tes échecs, donc que tes difficultés. Comme ça, vous allez essayer de le motiver. Les enseignants actuellement au Sénégal sont en train d'être même formés, surtout pour les bassins que je connaisse, que ce soit Fatick, l'académie de Fatick et l'académie de Pikine Guédiawaye. Il y a des sessions de formation visant à capaciter ces enseignants pour lutter contre les violences basées sur les genres. Et on leur apprend également, au niveau de la formation, la discipline positive, qui consiste à motiver l'enfant et également à savoir l'évaluer. Bon, ces types d'évaluation très classiques, nous tous, nous avons été victimes de ces types d'évaluation. Tu ne trouves pas 0 nul, 0 on met nul, donc médiocre. Donc là aussi, c'est à bannir. Donc ce sont des types d'évaluation qu'il faut changer. Et je crois que le ministère est conscient de cela. Et beaucoup de sessions de formation sont en train d'être déroulées, donc avec les bassins de Fatick et de Pikine Guédiawaye pour régler ces cas-là. Et ensuite, ça se fera au niveau national? Oui, ça se fera à l'échelle nationale après.
Et un autre niveau aussi qui est intéressant, c'est tout à l'heure vous parliez des familles. Et donc on peut dire qu'il y a aussi une violence basée sur le genre lorsque il y a beaucoup de filles, généralement on voit ici dans les maisons que ce sont les filles qui font toutes les tâches ménagères, qui cuisinent. Les garçons ne font pas grand-chose. Donc elles doivent allier les tâches ménagères avec l'apprentissage à l'école, qui passe souvent au second plan. Lorsque la fille rentre à la maison, par exemple qu'il n'y a pas la femme de ménage, c'est elle qui doit s'atteler d'abord aux travaux domestiques avant de pouvoir faire ses devoirs, avant de pouvoir faire ses exercices. Donc est-ce que aussi au niveau de la famille, de la cellule parentale, il n'y a pas un travail à faire? Peut-être l'école en début d'année, convoquer peut-être les parents d'élèves pour les sensibiliser sur cela aussi. Que les filles doivent autant travailler que les garçons à l'école. Elles ont besoin d'autant d'heures de travail pour pouvoir avoir de bons résultats à l'école. Absolument. Bon, ça, pour en parler, on retomberait dans toute, en tout cas, cette construction historique et sociale de nos sociétés. Le fait qu'il y ait, en tout cas, cette classification, comment dire, cette distinction-là de genre. Ce qu'on appelle en sociologie, le mot, la valence, ce que Françoise Héritier, en tout cas, appelle la valence différentielle des sexes. Le fait qu'il y ait, en tout cas, la classification, le travail social, en tout cas, qu'il y a, le fait qu'il faut dire que, voilà, aux filles, les tâches ménagères, tout ce qui est... tout ce qui tourne autour, en tout cas, de l'entretien de la maison, de la famille et puis tout. Et aux hommes, voilà, vous êtes un peu libres, en tout cas. Libérés de ces tâches, asseyez-vous. Jouez au football, soyez des guerriers. Soyez des guerriers, au fait. Voilà, c'est ça, au fait, la classification, en tout cas, de nos travails, la division du travail social. Voilà, la division du travail social au sein de nos sociétés. Alors, ça, c'est historique. Et puis, c'est ancré dans nos réalités. Et les filles, souvent, sont désavantagées par rapport aux résultats qu'ils sont à mesure de produire au niveau scolaire, du fait donc que dans la maison, dans la réalité, la sphère familiale et puis tout, toutes les tâches, en tout cas, de la famille leur incombent. Ce qui est tout le contraire chez les hommes. Mais toujours est-il que les résultats que nous avons dans l'espace scolaire montrent que les filles, en tout cas, sont plus coriaces. Mais pour cette fois, je ne serai pas d'accord à 100% avec vous sur cet aspect. Vous avez dit que les filles sont désavantagées dans les familles. Mais une perception beaucoup plus originale permettrait de se rendre compte que finalement, ce sont les filles qui sont avantagées. Parce que le fait de faire des tâches ménagères, est-ce que vous savez qu'en fait, ça nécessite de faire des opérations, des algorithmes. C'est la fille seulement qui peut faire, d'ailleurs, mais c'est la femme qui peut en même temps balayer, cuisiner et en même temps faire le ménage, donc faire autre chose. Et en même temps, elle peut par exemple faire autre chose, énormément de choses au même moment. Et ça, ce sont des opérations, des algorithmes. Et quand on parle de promotion des sciences, des mathématiques, et on se rend compte que c'est des aspects qui impactent sur la performance des élèves. Vous prenez l'exemple de la Finlande. Finlande, c'est un pays qui se distingue à l'échelle mondiale comme étant le pays le plus performant en matière de promotion des sciences et des mathématiques. Et eux, au niveau de leur programme, ils ont introduit les tâches ménagères. Comme à la maison, les filles, les enfants ne font pas des tâches ménagères, ils ont intégré dans leur emploi du temps des tâches ménagères, donc qu'ils vont faire à l'école. Parce qu'ils sont conscients de l'impact sur l'intelligence de l'enfant. Donc, quelque part, c'est un aspect positif. C'est vrai qu'il ne faut pas en faire trop. Mais il est important pour nous également d'impliquer davantage les garçons pour leur permettre quand même de gagner aussi dans le cadre
Qu'ils puissent eux aussi être l'intelligence. Oui, donc ça voudrait dire que en partant d'une discrimination, il y a eu finalement des effets positifs pour les femmes. Mais prenez l'exemple du Sénégal. Actuellement, au niveau des écoles, moi je suis au niveau de l'Académie Pikine Guédiawaye, mais les élèves les plus performants, ce sont les filles. Elles sont formidables. Oui, elles sont formidables, mais aussi il ne faut pas négliger. Oui, pas trop. Il ne faut pas abuser. L'excès, pas en abuser. Par exemple, une fille, un élève qui descend à 16h ou bien à 17h, qui n'arrive pas à avoir le temps de se reposer, mais qui sait que par quelque part à la maison, il y a la vaisselle qui l'attend. Elle fait la vaisselle quoi? De 17h à 18h. 18h, on lui dit voilà, essaye de trier le riz, il y a le dîner qui nous attend. Elle s'active aussi pour le dîner. Jusqu'à quand? 20h. 20h, on lui dit maintenant tu peux balayer, puisque la bonne n'est pas là. Pour voilà, gagner du temps pour demain. Elle s'active encore jusqu'à 21h. Mais quand est-ce qu'elle trouvera le temps maintenant de se pencher sur ses cahiers? Là, je suis d'accord. Et pour appuyer ça, je discutais hier avec une dame qui disait qu'elle ne voit pas l'utilité de prendre une femme de ménage. Elle disait, ma fille m'aide beaucoup. Et sa fille a peut-être 13 ans. Elle disait, elle est très... quand elle rentre de l'école, elle balaye, elle faubère, elle nettoie. Et elle parlait avec fierté. C'est une fille, je dois lui apprendre à travailler parce que demain, elle est appelée à se marier. Et dans ma tête, je réfléchissais, mais à quel moment elle a le temps d'étudier? Donc, c'est une bonne chose. C'est ça, mais encore une fois, il faut équilibrer. Voilà. C'est ça. Il faut équilibrer. Parce qu'une fille purement studieuse qui ne fait rien également comme tâche ménagère à l'école, ça, c'est pas bon, c'est pas conseillé. Donc, il faut trouver un équilibre entre les tâches ménagères, les obligations familiales et impliquer davantage les garçons également. Impliquer les garçons. Parce que tôt ou tard, ils sont appelés à vivre seuls, à être des célibats, donc à être à l'université, à aller ailleurs, à voyager. L'autonomie, c'est important. Les garçons sénégalais, vu qu'on est au Sénégal, manquent de cette autonomie-là que d'autres hommes ont dans d'autres pays. Même quand on va dans d'autres pays africains. C'est le revers de la médaille, quoi. Oui, c'est le revers de la médaille. Et aussi, il y a un autre aspect, c'est l'implication aussi des parents qui doivent s'impliquer aussi dans le cursus scolaire de leur enfant à la maison. Ça, c'est important. Alors, avant, il y avait beaucoup de cas aussi de mariage forcé où on déscolarisait les filles pour les donner en mariage. Est-ce qu'aujourd'hui, on a observé un recul par rapport à ces pratiques-là? Bon, voilà, je pense qu'il y avait en tout cas au Sénégal, par rapport aux autres pays, on allait dire en tout cas que le Sénégal est en avance. Même si encore il y a dans beaucoup de zones où le phénomène persiste et demeure en tout cas. En dépit de toutes les sensibilisations, de toutes les activités, de tous les programmes que l'État a eu à dérouler de concert avec les organismes internationaux ou bien les organisations de la société civile qui sont là et qui œuvrent dans la protection de l'enfance. Mais il y a en tout cas un ancrage culturel, en tout cas, qui est là. Ce qu'il faut dire qu'il faut encore de toute façon accroître la sensibilisation et l'éveil aussi des consciences de nos parents, mais aussi des élèves. Bon, si je prends dans certaines zones, exemple sur certaines zones de notre pays, comme au nord ou bien au sud-est du pays, là en tout cas, il y a encore le phénomène qui est encore sensible. Il y a le décrochage scolaire des filles qui s'explique par le fait qu'elles sont données en mariage très tôt. Alors quand on parle ici aussi de mariage précoce, encore, c'est un peu complexe en tout cas. Et à quel âge peut-on dire réellement qu'il s'agit d'un mariage précoce? Et est-ce que la fille était consentante? Et quels sont aussi les facteurs socio-économiques, voilà, qui existent en tout cas au sein de la famille? Mais toujours est-il que la réalité est là, elle demeure, et qu'il faut de toute façon accroître le travail du côté des enseignants, autant à l'école et dans la famille, voilà, pour éradiquer le phénomène. Le mariage forcé, mais à cela s'ajoute aussi, il y a des filles que les parents sortent parfois de l'école parce qu'il faut qu'elles puissent contribuer financièrement. Donc on les sort pour qu'elles puissent travailler. Donc ça aussi, ce sont des choses qui existent encore. Mais il y a quelque chose qui est souvent très tabou, ce sont les violences sexuelles. Et aujourd'hui, souvent les victimes n'en parlent pas parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur. Donc
comment est-ce que les enseignants sont formés à pouvoir détecter ce genre de problème chez les élèves et comment est-ce qu'ils sont formés à pouvoir appréhender cette discussion avec l'élève, savoir ce qu'il doit répondre à cet élève et comment l'orienter et le prendre en charge? En tout cas, c'est un problème crucial. Au niveau des départements, il y a ce qu'on appelle les CDP, le comité départemental de la protection de l'enfance, qui est présidé par le préfet. Et il y a un certain nombre d'acteurs, comme le service développement, le service départemental de développement communautaire, qui est le point focal. Et tout autour gravitent des acteurs institutionnels. Mais également, il y a des prestataires privés, donc qui sont les ONG. Et au niveau des quartiers, il y a même au niveau des quartiers, il y a les comités de quartier de protection de l'enfance, et même au niveau communal, où il y a un certain nombre d'acteurs, dont les acteurs qui sont au niveau de l'éducation, il y a les districts sanitaires qui jouent un rôle important également, comme je l'ai dit tantôt, en citant l'exemple du viol, il y a l'AIMO, les psychologues conseillers avec le CAOSP, mais également les autres ONG qui évoluent dans le domaine de la protection de l'enfance. Et ces acteurs sont formés. Ils démultiplient également les formations au niveau local. Et au niveau des enseignants, il y a même des enseignants qui font partie des acteurs de la protection de l'enfance. Et bon, c'est vrai, même au niveau de l'école, nous, il nous arrive, quand on mettait sur pied des OVDS, ce qu'on appelle Observatoire de vulnérabilité à la déperdition scolaire, au niveau des établissements, de mettre en place des dispositifs où il y a des élèves, il y a des enseignants, il y a également des badjanougor tout autour, et d'autres acteurs qui interviennent au niveau de l'établissement. Maintenant, on tient des sessions de renforcement de capacité pour qu'ils puissent intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle la prise en charge primaire. Bon, quand il y a une situation d'urgence, ils peuvent intervenir. Maintenant, si la situation se complique, ils procèdent à ce qu'on appelle le référencement, donc au service habilité. L'écoute fait partie des aspects sur lesquels on accorde beaucoup d'importance, parce que c'est une étape importante. Parce que vous l'avez dit, hein, bon, les enfants, on n'a pas encore acquis cette culture, en fait, de parler. C'est vrai, l'écoute, j'ai l'habitude de le dire, hein, tout le monde sait entendre, mais peu de gens savent écouter. C'est une technique, c'est des compétences. Donc, et il est important que les acteurs qui se trouvent au niveau de l'établissement soient formés sur ces techniques. Et est-ce que vous savez que même un élève peut écouter? Parce que des fois, des fois, un élève peut être confronté à une violence, peut-être qui vient de son ascendant. Donc ça peut être également un enseignant ou le vendeur qui se trouve au niveau de l'établissement. L'enfant peut avoir des difficultés pour en parler. S'il a son camarade de classe, si son camarade de classe peut l'écouter, donc maintenant, il peut s'ouvrir à lui. Et son camarade de classe aussi peut en parler avec la personne de confiance. C'est pourquoi on parle de personne de confiance, pas seulement quelqu'un qui va écouter sans juger, sans brusquer. C'est ça. Et la personne de confiance peut être son camarade de classe, peut-être son enseignant, peut-être le responsable de l'établissement, peut-être également le gardien de l'établissement ou un vendeur, ou ainsi de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle on insiste sur cet aspect. Parce que l'auteur peut être n'importe qui. Et il est important de prendre en compte la dimension de la confidentialité également. C'est important parce que ça fait partie également des aspects sur lesquels on insiste dans le cadre des formations. Parce que tout le monde n'a pas cette faculté. Raison pour laquelle, et des fois, une manière de prendre en charge
un enfant victime de violence peut aggraver la situation si ce n'est pas fait de façon convenante. Absolument. Moi, j'aimerais vraiment rebondir par rapport à ça, mais surtout par rapport à la prévention. Traiter, c'est bien, mais prévenir, c'est absolument, encore. Oui, c'est mieux. Moi, je pense que de plus en plus, on parle de violence sexuelle au sein de l'espace scolaire. Et c'est pour cela que j'ai été un peu sensible par rapport au thème que vous avez émis tout à l'heure, mettre fin dès maintenant à la violence faite aux femmes. C'est un impératif. Ça, c'est un impératif. C'est devenu une urgence de le faire. On a beaucoup crié. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Beaucoup d'années se sont écoulées. Mais de plus en plus, le phénomène demeure. Il demeure et à la limite, on ne pourrait pas dire qu'il s'aggrave. Peut-être qu'on est plus informé à cause des réseaux sociaux, mais il est encore très présent. Il est encore très présent. C'est vrai que cet aspect, on n'en a pas parlé. Effectivement. Mais il y a l'effet amplificateur des réseaux sociaux qui généralise un peu les violences. Maintenant, on voit d'autres formes de violence, comme le cyberharcèlement, donc le cybermobbing, tout ça. Donc le fait d'harceler et d'intimider les enfants sur l'Internet. Donc ça, c'est vraiment avec l'émergence des réseaux sociaux. Oui, l'émergence des réseaux sociaux qui amplifie. Effectivement. Mais moi, j'aimerais vraiment maintenant qu'on change un peu de paradigme, parce qu'on a longtemps évolué avec nos systèmes archaïques, bon, entre guillemets. Maintenant qu'il faut vraiment monter d'un cran. En quoi faisant? En impliquant davantage les élèves dans la conscience et dans la sensibilisation de ces faits. Moi, je pense que maintenant, il faut démystifier ce fait et puis ne plus le rendre tabou, mais en parler au sein de nos familles, au sein de l'école, mais aussi au sein de nos sociétés, dans les espaces en tout cas où sont présents de plus en plus les enfants et autres. Leur expliquer comment se manifeste et concrètement le fait. Par exemple, c'est important de le faire. Par exemple, le fait de dire à un enfant qu'il y a des zones où il ne faut pas accepter qu'on te touche, en fait. Très important. Voilà. Parce que les victimes, généralement, ne savent pas. Donc, c'est facile de les gruger, c'est facile de les tromper parce qu'elles n'ont aucune notion de ce qu'on peut faire avec leur corps. Elles n'ont aucune notion de je peux refuser, je peux dire non, je peux me plaindre, je peux crier, je peux dénoncer. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été victimes des attouchements sexuels, mais qui, une fois grands, ils se sont rendus compte de dire « Ah oui, donc moi, j'ai été victime de ça alors. » Alors que quand on me le faisait, j'étais inconsciente. Mais le fait de dire à un enfant « Il ne faut pas qu'on te touche à cette partie du corps, que ça soit tonton, tata ou le maître, que ça soit même la bonne ou bien... » Parce que ce n'est pas uniquement les filles, mais aussi les hommes, les garçons. Les garçons et même les filles avec les filles. Il y a un fait qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps dans les journaux avec une femme de ménage qui prostituait la fille de sa patronne dans la maison, au sein même de la maison. Voilà. Donc en fait, le danger, il est partout. Effectivement. En tout cas, il faut vraiment que l'éveil, la conscientisation, la sensibilisation soit accentuée, soit accrue. Il faut dire à un enfant, quand on te demande de te toucher, ici, il faut refuser. Quand on t'introduit un objet ici, il faut refuser. Il faut dénoncer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais aussi, la dimension aussi de la prise en compte, elle est aussi importante. Le fait qu'il faut s'assurer que l'enfant soit sécurisé et se sente aussi aimé et protégé. C'est important. L'écoute aussi, c'est important. Beaucoup en sont victimes, mais comment amener l'élève ou bien la personne à se confier, soit à la famille, à la maman, au papa ou bien à l'enseignant. Ça aussi, c'est important. Voilà. Ce que vous dites là, c'est tellement important. Malheureusement, c'est vrai que nos systèmes de socialisation sont devenus caducs, nos mécanismes de socialisation. Et actuellement, on est dans une situation où les instances de socialisation et de reproduction sont délités. En fait, le lien est délité. Il y a une sorte de vide social au niveau de l'environnement familial. Il y a plus cette communication qu'il y avait avant. Bon, nos concessions, avant, c'était la grand-mère, le grand-père,
il y avait tout un ensemble de membres de la famille qui jouaient son rôle d'éducateur, de socialisation. Maintenant, il y a ce délitement du lien social au niveau de nos familles. Ce qui fait qu'il faut recréer, en fait, je suis d'accord avec vous, il faut recréer à partir de nouveaux frais ces mécanismes-là, ou les réadapter au contexte actuel. Et au niveau des établissements, il y a des stratégies qu'on peut mener. Nous, au niveau de l'Académie de Pikine-Guédiawaye, il y a à peine une semaine, on formait les gouvernements scolaires sur des modules de leadership, mais également sur le développement personnel. Donc, on avait réuni des cohortes de 60, des cohortes de 20, donc 60 élèves qui ne sont pas n'importe qui sont des représentants des gouvernements scolaires, donc des présidents, des ministres. Parce que les établissements sont très bien organisés maintenant. Et même l'année dernière, également, on avait tenu ces types de rencontres, même si, bon, on peut estimer que c'est insuffisant, le nombre à former, mais c'est important de les utiliser sur ces compétences sociales. Parce que jusqu'ici, le système d'éducation ne s'est limité qu'à ce qu'on appelle les hard skills, les compétences techniques, que ce soit les mathématiques, l'histoire et les géographies, bon, tout ce qu'il y a, éducation civique. Mais les élèves ont besoin d'être outillés sur le développement personnel. Ça peut renforcer leur estime de soi. Ça peut également renforcer leur confiance en soi. Vous faites allusion à des enfants qui, tout à l'heure, qui ont subi ces cas d'attouchement, par exemple, sexuel, et qui n'étaient pas conscients. Des fois aussi, ils n'avaient pas, peut-être que c'était des problèmes de baisse d'estime de soi. Donc, et en renforçant leur capacité, ces élèves, qui sont des représentants de gouvernement scolaire, peuvent également, à leur tour, aller au niveau de leurs pairs, sensibiliser. Parce que la prévention est aussi importante à ce niveau. C'est très important. Et dans le cadre de la prévention, c'est-à-dire aujourd'hui les parents, généralement, sont gênés de discuter de certains thèmes avec leurs enfants. Vous, en étant psychologue, vous savez peut-être quels sont les termes à utiliser. Donc concrètement, aujourd'hui, quel discours un parent pourrait tenir à son enfant qui va à l'école ou qui sort de toute façon de la maison? Quels sont les mots à utiliser et quel discours tenir à son enfant? Le discours, c'est la communication positive, ce qu'on appelle la communication positive. C'est-à-dire quand votre enfant commet une faute ou une erreur, donc il faut essayer de l'aider. Pas l'insulter, pas lui... bon, il y a une manière de l'éduquer. Bon, il est vrai qu'il ne faut pas frapper également. Donc ça aussi, c'est interdit. Les enseignants ne le font plus. C'est interdit. Et même le parent également. Bon, certainement les parents qui sont nostalgiques de l'ancienne méthode d'éducation vont me dire le contraire. Nous ont beaucoup aidé. mais il faut éviter de frapper l'enfant parce que même quand on encadre, quand on aide l'élève à résoudre une difficulté, si vous le frappez, c'est comme si, en fait, vous lui créez des problèmes davantage. Vous augmentez les obstacles qui lui permettent de résoudre cette difficulté. Alors que vous pouvez lui mettre en confiance, lui dire que ça, vous pouvez le faire, le remettre en confiance pour qu'il puisse surmonter la difficulté. Pas d'injures, pas de mots également qui peuvent choquer l'enfant. Parce que les injures, c'est comme si vous prenez une pointe ou une sorte d'aiguille que vous mettez sur le mur. Vous pouvez l'enlever, hein, mais il va toujours rester les séquelles. Mais malheureusement, il n'y a que ça dans les foyers sénégalais. Les insultes, les brimades, les coups,
Et vous avez dit que les châtiments corporels sont interdits dans les écoles. Mais c'est encore très fréquent. Avant-hier, je discutais avec une jeune fille qui est en 6e qui expliquait que ceux qui ont raté, qui est au CM2, ceux qui ont raté l'essai pour aller en 6e, il y a le maître qui vient avec un autre maître et on les frappe. En tout cas, c'est des cas de violence qui, encore très courant. Si ces cas-là sont signalés, donc les responsables peuvent avoir des problèmes. Donc légalement, c'est interdit. Légalement, c'est interdit. D'ailleurs, il y a les inspecteurs qui font des fois des contrôles au niveau des établissements. Mais ça, c'est formellement interdit et les enseignants en sont conscients quand même. Et même, c'est vrai que cette même interdiction, c'est vrai que ne se fait pas dans les foyers, mais même dans les foyers, c'est interdit de frapper. C'est vrai qu'on le fait, les gens il n'y a pas vraiment de répercussions. Oui. Ce n'est pas comme en Europe où l'enfant peut prendre son téléphone, appeler pour le signaler. Quand vous frappez un enfant, vous le blessez, même si c'est votre enfant. Si quelqu'un signale ce cas de violence au niveau des instances judiciaires, là, vous aurez des problèmes. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas aussi pousser le bouchon un peu trop loin. Parce que quand on est enfant, on est appelé à être éduqué quand même. Maintenant, la manière de procéder, maintenant, peut prêter à débat. Mais il ne faut pas toujours aussi réfuter ou bien rejeter concrètement, totalement, en fait, l'éducation qui a prévalu pour nos parents et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais du point de vue scientifique, c'est inefficace. C'est-à-dire que le fait de frapper un enfant... Effectivement. Ouais, c'est inefficace. Et l'enfant, c'est quelque chose qu'il retient. C'est quelque chose qu'il retient, il grandit avec. Et si vous regardez, il y a des enfants, par exemple, même lorsque vous avez juste... Vous approchez votre main pour donner un geste de tendresse, ils ont tendance à avoir un mouvement. Effectivement. En fait, moi, je comprends. La violence sous toutes ses formes est à bannir, que ça soit dans l'espace familial que au sein de l'école ou autre. Il y a des formes de punition, beaucoup moins sévères quand même qu'on peut préconiser, mais pas quand même pour violenter l'enfant, comme les nez qui se battaient, même si on est tous passés par là. Et puis bon, mais c'est bon. Mais en tout cas, ce sur quoi moi j'aimerais plus m'appesantir, au fait, c'est cette relation de confiance-là qu'il faut établir entre parents, enfants, enseignants, enfants. Créer un cercle vertueux. Ce cercle-là, effectivement. Puisque moi je me dis que quand l'enfant ou bien le parent échoue à établir une certaine relation de confiance qui permettrait à l'enfant, à tout état de cause, de s'ouvrir aux parents, c'est que là, quand même, il y a un échec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les formes de violence tardent à être bannies de notre société. Parce que même quand l'enfant se dit « j'ai subi cela, mais j'ai peur d'en parler, puisque je sais ce qui m'attend ». Et puis il y a beaucoup de parents qui, lorsque même l'enfant ose leur dire que voilà, j'ai été victime de tel ou de tel, la recette première à préconiser, c'est de bien la tabasser, alors que c'est pas bien au fait. Ça n'assure pas l'enfance et ça n'aide pas en tout cas la société. Donc ce qu'il faudrait faire en tout cas, c'est de créer cette relation, ce climat-là de confiance, que l'enfant se sent protégé et rassuré pour dire que je sais, il faut aussi dire à la fille que vous n'êtes pas responsable en tout cas de ce que les tontons ça ou bien les mamans ça. Généralement elles culpabilisent, elles ont l'impression que c'est leur faute. Ou les tatas ça aussi hein. Oui, les tatas ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y en a énormément aujourd'hui dans nos sociétés. D'où la vigilance aussi doit être de mise et de rigueur dans nos familles. Effectivement. Surtout dans ce contexte-là où voilà, nous sommes plus ancrés dans la modernisation, où papa et maman travaillent et laissent maintenant la charge de l'éducation à une personne étrangère à la famille. Cette personne vicieuse pourrait peut-être vicieuse et peut venir maintenant, faire tout un tas de trucs. Et là, pour établir cette relation de confiance aussi bien au niveau de la famille qu'à l'école, moi je pense que l'aspect le plus important, c'est la communication qui doit être toujours. De tout temps. On revient toujours à la communication et à tous les niveaux. Oui, là, elle est transversale. Et d'ailleurs, les gens parlent de... La communication intervient même quand l'enfant est dans le ventre de sa mère. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand il y a une discipline qu'on appelle aptonomie, qui est la science du toucher étymologiquement, qu'on appelle science de l'affection, qui consiste quand l'enfant... Parce que la violence peut
intervenir quand l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère également. Effectivement. Et là, à partir du 3e ou du 4e mois, la mère et même le père, peuvent entrer en contact avec l'enfant en touchant. Il y a une partie, il y a un moment ou des moments de la journée où l'enfant réagit face aux attouchements, donc au fait de toucher. Donc là, c'est une forme de communication et l'enfant à l'intérieur va se sentir à l'aise. Et l'environnement ne doit pas être toxique. Quand, par exemple, l'enfant est dans le ventre de sa mère et que l'environnement est toxique, les parents se querellent. Des fois, ça favorise même des fausses couches, hein, et également des troubles au niveau de l'enfant. Donc des morts-nés ou des enfants qui naissent avec des difficultés. C'est pourquoi c'est important de prendre en compte cette dimension. La communication, c'est même à partir de l'intérieur, mais après aussi. Donc c'est un aspect important. C'est très important parce que si vous prenez même dans le domaine de la sophrologie, ceux qui sont spécialisés en sophrologie des naissances, ils ont réussi avec des patients sous hypnose à les faire revenir dans le ventre de leur mère. Et ils arrivaient parfois à expliquer des sensations de peur. J'entends ma mère qui crie. J'ai reçu un choc aujourd'hui. J'ai cru que j'allais mourir. Donc ce que vous dites en fait est très important. Des fois l'adulte, vous le voyez se comporter d'une telle manière bizarre. C'est depuis quand il se trouvait dans le ventre de sa mère. Le trauma peut être très loin. Donc, et quand le problème n'est pas réglé à ce niveau, donc il peut devenir adulte. Bon, nous sommes tous dans ce qu'on appelle le borderline. On est la ligne rouge. On peut toujours, à un moment donné de notre vie, avoir des problèmes. Donc ça peut être à l'âge de 40 ans, à l'âge de 50 ans ou 60 ans, des problèmes dont l'origine remonte depuis l'enfance ou bien depuis quand l'enfant se trouvait dans le ventre de sa mère. C'est une période vraiment clé dans le développement. Oui. C'est une période qui est très sensible. Très délicate. Très délicate. D'accord. Donc moi, aujourd'hui, je suis témoin de VBG. Comment je dois réagir? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, vous pouvez signaler si c'est à l'école ou à la famille. Donc, si c'est, par exemple, à l'école, vous êtes enseignante, par exemple, il faut en parler avec le responsable de l'établissement qui fait le signalement par voie administrative. Donc, et s'il fait le signalement, parce qu'on parle d'homme procureur, vous faites le signalement, maintenant les autorités compétentes vont réagir. Tout dépend aussi du type de violence. Il y a des violences qu'on peut régler, mais si c'est des types de violences très graves, donc là, comme par exemple les violences sexuelles, bon, là il y a les services de l'AEMO qu'on peut saisir, et aussi n'oubliez pas l'accompagnement psychologique avec les psychologues. Et il y a des types de violences également qu'on néglige très souvent et qui causent des dommages. Bon, on en a parlé en filigrane. C'est les violences dites douces. Vous blessez l'enfant avec des paroles, avec les mots. Donc là aussi, c'est des violences douces qui se font le plus dans les maisons. Et le plus souvent, les auteurs, c'est les parents. La plupart du temps, malheureusement. Mais comme on dit, on ne donne que ce que l'on a. Et tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer que parfois même les enseignants ont certains comportements vis-à-vis des élèves, mais ça remonte à eux aussi leur passé. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les parents? Parce qu'au niveau de l'école, il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de faire, comme vous avez eu à expliquer ça, mais comment aussi sensibiliser les parents à toutes ces questions? Les parents, au niveau des écoles, il y a ce qu'on appelle la communauté éducative, c'est pas seulement les enseignants, les élèves, le personnel administratif, mais également c'est les APE, l'association des parents d'élèves. Eux aussi, ils sont impliqués, les parents d'élèves sont impliqués sur la vie et le développement des écoles. Donc ils sont très organisés. Quand il y a par exemple grève, c'est eux qui interviennent pour jouer la médiation. Donc les parents peut-être à leur niveau, faire la démultiplication. Donc, mais les parents d'élèves sont très impliqués dans tous les dispositifs. Suite à la pandémie de la Covid-19, il y a au niveau de toutes les académies
des CAVAP, des comités de veille et d'accompagnement psychosocial, pour accompagner non pas seulement les élèves, mais également les enseignants qui sont affectés par la Covid. Mais ce dispositif, au niveau de ce dispositif, il y a la présence des associations des parents d'élèves, pour dire tout simplement qu'eux aussi, ils ne sont pas laissés en rade par ces stratégies. Très bien. Et est-ce qu'au niveau du geste, vous avez eu à travailler un peu sur les violences basées sur le genre? Est-ce que vous avez pu recueillir des statistiques pour voir si, avec tous les dispositifs qui sont mis en place, il y a une régression de ces violences basées sur le genre qu'on observe actuellement? Le geste travaille beaucoup, hein, comme je l'avais dit tantôt, par rapport à ça, mais surtout dans le milieu universitaire, mais pas en tout cas dans le milieu scolaire. Pour le moment, même si ils sont... Des fois, nous sommes en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille, et nous avons aussi travaillé sur un portail de signalement aussi. Mais ça touche en tout cas, au-delà même des établissements scolaires, c'est national au fait, pour signaler cela. Moi, je pense que donc il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être faites. Hein. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est juste la vulgarisation, que les communautés soient sensibilisées, que les communautés soient informées. Mais pour le moment, je ne crois pas que nous disposions en tout cas de chiffres réels par rapport à la violence au sein des établissements scolaires. Mais au sein des établissements universitaires, oui, mais au sein des établissements scolaires, non. Et là, à ce niveau, je crois qu'il y a nécessité quand même d'harmoniser les interventions. C'est vrai qu'à l'échelle départementale, il y a les CDPE, mais vous parlez du portail de signalement. À Pékin, il y a une ONG qui a ce qu'on appelle une plateforme de signalement. Et même actuellement, le ministère de l'Éducation s'active à mettre sur pied une plateforme de signalement. Donc il y a eu des sessions de formation qui ont été déroulées à l'échelle académique, mais ce n'est pas encore développé. Ils sont en phase d'expérimentation. Moi, je pense que ce qui fait un peu problème, c'est qu'il y a une pluralité de structures qui évoluent dans le domaine de la protection, de l'éducation, mais qui ne font pas système. Et à mon avis, on doit quand même harmoniser les interventions. C'est les impairs, hein, malheureusement, que nous retrouvons dans la sphère, en tout cas, de la protection de l'enfance. Ce qui fait que n'importe qui peut intervenir et des fois, il y a même difficulté à identifier les vrais acteurs. Les vrais acteurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, l'enfant ne sait, enfin, il est protégé, mais il ne sait pas par qui. Les actions ne sont pas coordonnées. Les mauvaises personnes peuvent s'y mêler. Il y a vraiment un travail de fond à faire. Oui, effectivement. Alors, cette émission sera suivie par des parents, elle sera suivie aussi par beaucoup d'élèves. Et peut-être qu'au moment où cette émission sera diffusée, il y aura un élève, une jeune fille, un jeune garçon et une jeune fille qui vit cette souffrance à la maison ou qui vit cette souffrance à l'école. Et peut-être qu'actuellement, il vous regarde. Quel message vous pouvez lui transmettre? Moi, le message que j'aurais vraiment à transmettre à cette jeune fille, à ce jeune garçon, pour lui dire, tu n'es pas responsable, au fait. Tu n'es pas responsable de la barbarie ou bien de la méchanceté que les autres peuvent orienter vers toi et que n'aie pas peur aussi d'en parler. Aller à la police, à la gendarmerie, va en parler avec ton directeur d'école ou bien avec ton enseignant, mais la société est là, elle te protège en fait, et que tu n'es pas responsable. Et puis, sois confiant en tout cas de la valeur que tu as et puis de l'importance aussi que tu as. Voilà. Et moi, j'aimerais que vous adressiez un message à l'adulte qui regardera cette émission, qu'il soit enseignant ou qu'il soit parent. Bon, le message que je vais lancer, c'est surtout d'aider à l'enfant d'évoluer dans un milieu protecteur, que ce soit à l'école et aussi à la maison. Que nos maisons, que nos écoles soient des milieux protecteurs de droits des enfants. Et aussi, vous l'avez dit, hein, que l'enfant également qui nous écoute puisse savoir qu'il y a des dispositifs d'écoute qui sont là, qui existent. Vous avez les AIMO, vous avez également les centres ados, vous avez également les psychologues, les KOSP, où il y a des psychologues conseillers qui peuvent vous écouter si vous avez des difficultés de ce genre. En tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'ai partagé ce plateau vraiment avec un plaisir immense
Et j'espère que tout ce que nous avons eu à dire sur ce plateau aura un écho vis-à-vis de ceux qui vont le suivre. Je pense que vous n'avez rien d'autre à ajouter. Non, juste un plaisir d'avoir été là. Et puis, c'est comme si j'étais réellement en contact avec les enfants, les élèves, le milieu scolaire. Et ce sont les élèves qui regardent ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important. Cette série de plateaux initiés par le PASNEC est très important. Et nous vous donnons rendez-vous bientôt sur Téléécole pour un 3e plateau, toujours dans le cadre de cette campagne de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, restez connectés sur Téléécole. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci beaucoup à vous. Merci.